Merci Elsa. Donc juste pour situer, là, on va pas faire un cours sur les TNF. On va plutôt discuter vraiment des enjeux et des difficultés. On va juste redéfinir ce que c'est que le trouble neurologique fonctionnel pour ceux qui ne sont pas 100% familiers, en sachant qu'il y a en fait globalement deux grandes définitions. La première définition, c'est clairement celle qui est le plus utilisée par les neurologues. On parle de trouble neurologique fonctionnel quand il y a une atteinte du mouvement volontaire ou d'une fonction sensorielle qui n'est pas mieux expliquée par une pathologie médicale ou mentale, avec l'évidence clinique d'une incompatibilité entre les symptômes et les affections neurologiques reconnues et une souffrance significative ou un retentissement socio-professionnel. Donc c'est vraiment le troisième point qui a changé un peu le paradigme des TNF, puisqu'on pose le diagnostic maintenant grâce à l'examen clinique, grâce à l'identification de signes cliniques positifs. Et puis je me permets juste d'ajouter que le fait que les symptômes ne sont pas produits intentionnellement ou ou qu'ils sont liés à un stress psychologique, ça a été retiré des critères diagnostiques en 2013 pour plusieurs raisons, mais notamment parce que le lien causal entre le stress et les symptômes n'est quelque chose qui n'est pas démontré. En effet, et ce qui est intéressant, vous le voyez tout de suite, c'est que dans la terminologie internationale, il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire que dans la CIM, on parle de troubles neurologiques dissociatifs. Donc dans le DSM-5, les troubles dissociatifs tels que le TDI, la fugue, l'amnésie sont décorrélés de ces troubles somatoformes, alors que dans la CIM, on va retrouver ces troubles au sein des troubles dissociatifs. Ce qui explique aussi, et il y a eu des débats pendant des années et qui sont encore très vifs autour de comment appeler ces symptômes, des symptômes médicalement non expliqués, ce qui ne veut rien dire, sachant qu'en plus c'est très médicalement expliqué aujourd'hui, les pseudo-symptômes, les trucs psychogènes. Moi je dis toujours, je suis psychiatre, mais alors je ne sais pas ce que c'est une pathologie psychogène, c'est quelque chose qui ne me parle pas. Et donc on est sur ces troubles aussi neurologiques dissociatifs. Et donc par exemple les crises à la Charcot, l'hystéroépilepsie, les pseudo-crises, les crises non épileptiques psychogènes. Aujourd'hui, on devrait parler de crises fonctionnelles dissociatives pour regrouper ces deux termes. Et donc, dans la CIM, qu'est-ce qu'on retrouve ? Et de la même manière, la présentation de symptômes moteurs, une paralysie, un tremblement, des mouvements anormaux, sensoriels, une perturbation de la vision auditive, des paresthésies ou cognitifs, avec le fameux trouble cognitif fonctionnel dont Béatrice est une des spécialistes, qui implique une discontinuité involontaire dans l'intégration normale des fonctions motrices, sensorielles ou cognitives. Pour ceux qui sont familiers avec les notions de dissociation et de Pierre Janet, en fait, on vient retrouver cette définition très janétienne qui est notre cerveau en permanence fait une synthèse entre les stimuli extérieurs, nos sensations, avec les commandes motrices, nos pensées, nos émotions, notre mémoire, et quand cela est interrompu, il peut y avoir ce phénomène de dissociation et donc de discontinuité involontaire dans cette intégration. Et de la même manière, on retrouve ces critères de non compatibles. Mais avant d'aller plus loin, on ne va pas se mentir, quand on parle de TNF, on est quand même régulièrement sur des sujets un peu clivants, avec un certain nombre de neurologues, un certain nombre de psychiatres qui ne sont pas hyper enclins à s'y intéresser, à s'en occuper, pour plein de raisons. Et donc, à ton avis, Béa, pourquoi ces TNF ont été si longtemps rejetés par les neurologues et le sont encore dans certains endroits pas mal ? Oui, tout à fait, c'est un vrai problème. Alors moi, je pense que vraiment le point clé qui explique ça, c'est l'absence de formation. On avait fait une enquête il y a quelques années où on a interrogé les internes et les chefs de clinique de neurologie et aussi de psychiatrie. Et en fait, la réponse était très claire. La moitié des internes et chefs de clinique, donc des jeunes neurologues, n'avaient jamais eu de cours sur les troubles neurologiques fonctionnels. Et quand on sait que le trouble neurologique fonctionnel, c'est le deuxième motif de consultation en neurologie, on voit bien que là, déjà, il y a un souci. Alors, l'absence de formation, en fait, explique derrière plusieurs difficultés. Un médecin qui n'est pas formé ne connaît pas la sémiologie des troubles neurologiques fonctionnels, ne connaît pas le signe de Hoover, le lâchage par à-coup, la délimitation sensitive au milieu du corps, etc. Et donc, quand il voit le patient, il ne reconnaît pas cette sémiologie. Donc, il se retrouve un peu dans une situation de doute. Il va éliminer tout ce qu'il connaît. Et
Tu veux dire qu'il va être dans une démarche de diagnostic d'élimination plutôt qu'une démarche de diagnostic positif. Exactement. Et ça, en fait, c'est beaucoup plus compliqué et ça va souvent entraîner la répétition d'examens complémentaires inutiles, puisque, en fait, quand on connaît la sémiologie des troubles neurologiques fonctionnels, on peut faire un diagnostic positif assez rapidement. Et puis, ça va aussi, du coup, induire un doute du patient. Clairement, on est beaucoup moins convaincant quand on lui dit « vous n'avez pas une sclérose en plaques » que quand on lui dit « là, vous avez des signes positifs de TNF, je sais ce que vous avez ». Donc voilà, ça, c'est le premier point. Et en fait, vraiment, il s'agit juste de savoir identifier ces troubles et donc de former les neurologues à la sémiologie des troubles neurologiques fonctionnels. Et puis, un peu, tout ça est un petit peu lié. Le médecin, ne connaissant pas la sémiologie, étant un peu dans le doute, va se demander aussi un peu, mais est-ce qu'il ne se moque pas un peu de moi, ce patient ? Est-ce qu'il n'en rajoute pas ? Est-ce qu'il ne fait pas un peu semblant ? C'est presque un peu inévitable, finalement, de se poser cette question. Et donc, ce doute sur le fait que le patient, peut-être, en rajoute, induit d'emblée, en fait, une altération massive de la relation de soins, parce que le patient le perçoit. Et donc voilà. Après, l'autre, quand même, souci, je pense, auquel font face les neurologues, c'est que à ce jour, il n'y a pas de recommandation institutionnelle de comment il faut prendre en charge ces patients. On commence à avoir quand même quelques recommandations d'experts dans des revues de la littérature internationale, mais par exemple en France, il n'y a pas de recommandation de l'HAS sur la prise en charge des TNF. Déjà, les TNF, ça n'existe pas vraiment, quoi. Donc ça, c'est un vrai souci, parce que du coup, quand on voit le patient, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Si on est formé à la sémiologie et qu'on l'identifie, derrière, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il faut proposer. Donc ça, c'est la deuxième raison. En fait, les neurologues, du coup, se sentent un peu démunis. Ils préfèrent ne pas mal prendre en charge le patient, et donc ils vont l'adresser vers quelqu'un d'autre. Donc le quelqu'un d'autre, c'est souvent un psychiatre, puisqu'on est sur une maladie un peu frontière. Donc le patient va être adressé vers un psychiatre qui va réagir un petit peu pareil, mais renvoyé vers le neurologue. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des patients ping-pong qui vont voir 8, 10 neurologues, 5 psychiatres, avant d'arriver chez nous complètement désespérés en nous disant qu'on est leur dernier espoir. Voilà, l'autre chose, alors ça fait un peu écho à la session qui aura lieu à 9h30 sur quelle est la frontière entre la neurologie et la psychiatrie, mais en neurologie, on a quand même l'habitude de raisonner avec l'idée que les maladies neurologiques sont liées à des lésions, et donc là, il n'y a pas de lésion, donc ça doit être psychiatrique. Donc ça aussi, ça explique probablement ce rejet. Enfin, c'est un peu redondant avec ce que je viens de dire. Avec ce côté, on voit rien, donc vous avez rien, donc allez voir un psy. Ce qu'on aime toujours beaucoup avec les grands spécialistes du rien. Et c'est vrai que c'est une problématique. C'est-à-dire ne pas voir quelque chose amène cette espèce de doute et de rejet. Ouais. Et puis il y a un dernier point, je pense qu'il ne faut pas négliger, en fait, qui est très important, c'est que ce sont des consultations longues et difficiles. Alors pourquoi longues et difficiles ? D'abord, parce que en fait, ces patients ont des histoires de vie difficiles, donc quand on les écoute, ça prend du temps. Et puis, le délai diagnostique moyen des troubles neurologiques fonctionnels, c'est 6 ans. Donc, quand vous les voyez, ils ont 6 ans de dossier, donc 6 ans d'IRM, 6 ans d'histoire clinique et de symptômes. Et rien que d'éveiller tout ça, c'est hyper long. Et puis, l'autre chose, et c'est vraiment un cercle vicieux, c'est que comme ils sont souvent stigmatisés et maltraités dans le parcours de soins, ils sont aussi peut-être un peu méfiants. Ils ont perdu confiance, en fait, dans les soignants. Donc, il faut aussi redresser ça, ce qui rajoute une charge complémentaire à la consultation. Et le dernier point, c'est que expliquer un diagnostic de trouble neurologique fonctionnel, c'est plus compliqué que d'expliquer un diagnostic de maladie d'Alzheimer. C'est moins intuitif dans la manière dont on raisonne sur les maladies. Et donc, ça aussi, ça prend du temps. Et si on ne prend pas ce temps, on est voué à l'échec, en fait. Ça ne marche pas. Et le problème, c'est qu'en neurologie, on a quand même une activité qui est liée une rentrée d'argent qui est liée à l'activité, à la T2A. Et donc, si on est très basique, ces patients en neurologie, ils ne sont pas forcément rentables. Et ça aussi, c'est un vrai souci, je pense. Voilà, je crois que j'ai un peu énuméré tout ce qui me venait en tête sur cette question de rejet. Il y a sûrement encore plein d'autres aspects que je n'ai pas abordés. Mais toi, Coraline, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Pourquoi, à ton avis, les psychiatres ne s'intéressent pas à cette maladie ?
Alors, on va retrouver un certain nombre d'éléments en lien. Là aussi, la formation, on avait fait une étude il y a déjà quelques années où plus de 75% des psychiatres n'avaient jamais été formés donc aux crises fonctionnelles dissociatives. Là, on a refait une étude sur les troubles dissociatifs au sens général qu'on a publié dans l'Encéphale l'année dernière. Et là encore, en fait, plus de 80% des psychiatres français se disent pas assez formés à ces questions-là. Donc, quand on n'est pas formé, on ne connaît pas, on se sent plus inconfortable et on peut avoir tout un tas d'idées préconçues, de fausses croyances qui peuvent toucher. Dont, effectivement, cette fausse croyance autour de la simulation, de faire exprès, moi, je pense que vraiment quelque chose qui m'a fait changer, c'est quand j'ai pris connaissance des études en imagerie fonctionnelle qui comparaient un simulateur à qui on demandait de simuler une paralysie, quelqu'un avec un AVC qui avait une paralysie et donc lésionnelle, et puis un TNF, et où on se rendait compte que les activations cérébrales étaient profondément différentes. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on est quand même dans un champ de la médecine, il n'y en a pas beaucoup, je pense que vous serez d'accord avec moi, où on a besoin de prendre un bras comparateur de simulateur ou d'acteur. À quel point on a des doutes et l'opprobre autour de ces troubles qu'il faut quand même que dans les études, on ne prenne pas un témoin et un patient. Non, on prend un témoin, un patient et un qui fait semblant pour vraiment être sûr que c'est pas le cas. Et toutes les études ont éminemment différencié l'acteur qui fait semblant du TNF. Mais ça en dit déjà beaucoup, en fait, de devoir faire ça. Et puis en psychiatrie, une de nos grandes difficultés quand on s'intéresse à ces troubles neurologiques fonctionnels, que l'on a appelé longtemps des troubles conversifs, c'est qu'on a cet héritage de la psychanalyse autour de ces troubles. Et avec cet héritage, donc Freud a côtoyé Janet et Charcot à l'époque, il y a eu quand même un certain nombre d'idées, de théories, puisque finalement ce n'est rien d'autre que des hypothèses et une théorie, qui ont eu la vie dure et qui ont associé, par exemple, les troubles conversifs, donc les TNF, à la personnalité histrionique et à la belle indifférence et aux bénéfices secondaires. Sauf qu'il y a des choses qui ne tiennent pas là-dedans. En l'occurrence, les études ne retrouvent pas de troubles de personnalité histrionique dans les TNF. Moi, sur un certain nombre de milliers de patients que j'ai rencontrés depuis 20 ans, j'en ai rencontré une qui avait une personnalité histrionique, et en fait, elle n'avait pas du tout des crises fonctionnelles dissociatives, elle avait une épilepsie sur laquelle on était passé à côté. Par contre, on retrouve des troubles de la personnalité borderline, des troubles obsessionnels, des personnalités très altruistes, potentiellement. Donc ça a été une différence. Et donc, moi, on arrive avec ces idées préconçues et par exemple, on retrouve aussi beaucoup de TNF dans des populations de troubles de spectre autistique, dans des populations de TDAH. J'aime bien, j'ai des fois des diapos où je mets Freud qui se retourne dans sa tombe. Et en tout cas, cet héritage a été et encore une source finalement de rejet autour de ces troubles. Et puis, les psychiatres, on peut se sentir un peu inconfortable avec la motricité. Un certain nombre de collègues qui vont vers cette discipline, parfois c'est le moteur, tout ça, c'est pas trop mon truc, le corps. Et un patient qui arrive en tremblant, un patient qui fait une crise dans son bureau, ça peut faire peur et ça peut avoir le sentiment un petit peu de provoquer du rejet autour de ça. Et puis de la même manière, comme on n'est pas formé, comme on n'a pas de thérapie, même s'il y a des choses, on va y revenir, qui sont très efficaces, si je me sens impuissant, je préfère autant rejeter le patient. Donc on voit un petit peu ces raisons au rejet et à cela. Mais Béa, comment toi t'as fini par t'intéresser alors à ces patients et pourquoi s'y intéresser ? Très bonne question. C'était pas du tout mes projets, je dois le dire. À la base, moi, j'étais formée je suis toujours d'ailleurs formée en neurologie cognitive et donc j'avais pas pour projet de m'investir dans les TNF. Je dois le dire comme la plupart des neurologues, j'étais pas particulièrement intéressée par ce trouble. Je pense qu'il y a eu deux choses qui ont fait que finalement j'ai mis un pied dedans. La première, c'est la rencontre avec une patiente qui s'est très mal passée, en fait. Et voilà, je pense que comme beaucoup, j'ai été
particulièrement maltraitante avec les patients quand j'étais interne et que je connaissais pas très bien. Et donc, il y a eu une patiente, voilà, je vous raconte vite fait l'histoire, mais une patiente que je reçois en consultation, qui était suivie en neurologie depuis longtemps, et qui avait une histoire très triste de parcours PMA, puis une grossesse qui arrive à terme, mais finalement une complication de la grossesse. La maman part en réa, elle perd le bébé, et au décours, elle a des mouvements anormaux. Et moi, je la vois, je sais plus combien, 20 ans, 30 ans après, avec ces mouvements anormaux, et je me sens complètement démunie, puis ça ressemble à rien du tout. Et donc, je la vois et j'éclate de rire. Ouais, j'entends les gens choqués. Bah oui, mais bon, je pense que je ne suis pas la seule qui a pu avoir ce type de comportement. Pendant longtemps, quand dans des congrès, on montrait des crises épileptiques glycogènes, enfin des crises fonctionnelles et des crises d'épilepsie, les gens riaient dans les congrès. Ça ne se fait plus, mais on voit comment les choses ont évolué. Ça peut arriver encore, ça peut arriver encore. Et donc voilà, et en fait, la patiente, là, m'a regardée d'un air vraiment désespéré, en me disant, mais vous trouvez ça drôle ? Et donc à ce moment-là, je pense, j'ai eu honte de moi, je le dis, maintenant je le raconte parce qu'il y a du recul, c'était il y a longtemps, et puis ça peut permettre aussi de se projeter pour d'autres personnes qui pourraient avoir ces réactions. Mais j'ai vraiment eu honte, et je me suis dit, mais en fait ça va pas du tout. Enfin, cette dame, elle arrive, elle est en souffrance, et moi je ne sais pas quoi faire. Du coup, je lui renvoie quelque chose qui est abominable. La moquerie. Donc il y a eu ça, et là, voilà, ça a plutôt fait un électrochoc, et je me suis dit, il faut que ça change. Et un peu plus tard, mais pas beaucoup plus tard, j'ai rencontré Francine Mesrati. Donc Francine Mesrati est un médecin neurophysiologiste qui faisait les potentiels, qui fait toujours d'ailleurs les potentiels évoqués moteurs pour l'exploration des voies motrices des patients qui ont des troubles moteurs fonctionnels. Et elle avait constaté que pendant l'examen, donc on applique de la TMS au-dessus du seuil moteur, elle avait constaté que certains patients guérissaient pendant l'examen, et donc elle a commencé à proposer ce traitement dans les sous-sols de la Salpêtrière. Il y a un côté un peu obscur, avec une efficacité incroyable. Et ce qui m'a motivée là, c'est pas le traitement qui marchait, même si je trouvais ça incroyable, c'est la manière dont en fait elle considérait les patients de manière vraiment bienveillante, à l'écoute de leurs plaintes, à essayer de donner du sens à leurs symptômes. Et ça m'a inspirée, en fait. Je me suis dit, ouais, en fait, on peut faire quelque chose. Et puis, j'ai constaté à ce moment-là aussi que les patients, quand ils vont mieux, ils sont vraiment contents. Et ça a confirmé quelque part, a posteriori, que ils sont vraiment en souffrance. Ils font pas exprès. Et donc, il faut essayer de les aider. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai plongé dedans. Puis après, tu sais, ça va vite. Hein. Tu mets une main dedans et t'es happé. Et toi, du coup, Coraline, comment t'as commencé à t'intéresser à ça ? Alors moi, c'est un peu pareil. J'étais une psychiatre qui rêvait d'aller en neurologie. Je m'étais dit, oh la CEP, c'est trop bien. Et on me dit, non, mais j'étais en 2e semestre d'internat, toute jeune interne. Et on me dit, mais les épileptos, ils ont tous des crises à la Charcot. En plus, ils disent qu'elles ont été toutes violées et ils auraient besoin d'un psychiatre qui s'y intéresse. Alors moi, non, mais ça va, des histrioniques qui vont se plaindre et qui cherchent à attirer l'attention. Merci, quoi. Puis je sais pas pourquoi, j'ai quand même dit, j'étais en 2e semestre, genre j'avais pas trop le choix, donc j'ai été voir. Et je tombe sur ma toute première patiente. Et alors là, je suis hyper interloquée parce que c'est une patiente qui fait des crises plusieurs fois par jour, qui a eu 2 fractures du poignet sur des crises. Je croyais qu'elles pouvaient pas se faire mal puisqu'elles font un peu semblant. Ah, donc ça, non. Ok, elles peuvent se faire mal. Mais elle est pas du tout histrionique. Elle est plutôt pas mal un border sur certains trucs, mais bon, ok. Et là, cette patiente commence à me parler je fais mon petit examen de petite jeune interne et je pose la question sur les traumas et elle commence à me parler d'inceste, d'elle et de sa sœur jumelle par le père. Mais elle me dit, mais c'était pas vraiment si pire parce que j'étais pas là. Comment ça, t'étais pas là? Alors là, reprends les trucs. Ah ouais, belle indifférence, elle se fout de moi. Enfin, vous voyez. Non, dissociation, mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Et elle commence à me dire, j'étais à côté d'une rivière, je sentais le soleil sur ma peau, j'entendais le bruit des oiseaux, pendant que le papa était dans le lit pour s'occuper d'elle ou de sa sœur. Et là, je me dis, waouh, ce mécanisme de défense aussi incroyable qu'est la dissociation pour l'extraire de ses abus, devient aujourd'hui quelque chose d'extrêmement handicapant qui l'amène effectivement à ne plus arriver à s'occuper de ses enfants, à travailler, à se faire des blessures. Et donc, ça a vraiment été une révélation à ce moment-là. Et donc, toi, au quotidien, qu'est-ce qui te motive à les prendre en charge ? Quelque part, ça rejoint un peu ce que tu viens de raconter, en fait, parce que
Je pense que l'élément qui me motive le plus, c'est l'aspect injuste. En fait, quand on reprend un peu l'histoire de ces patients, au moins, on va dire 60 à 80% selon les cohortes, etc. Mais en gros, 60 à 80% des patients ont vécu des traumas très significatifs dans l'enfance. Des choses, inceste, maltraitance, négligence, abandon. Et finalement, quand on prend leur parcours de vie, ils s'en sont sortis pas si mal. Et arrive l'âge adulte, ils tombent malades, puis ils ont un TNF. Et là, c'est nous, en fait, qui répétons cette maltraitance. Nous, les médecins, nous, l'institution qui les considère pas, qui les met pas à 100%, qui leur donne pas le MDPH, ils se retrouvent, en fait, maltraités par la société, alors qu'ils n'ont déjà pas été protégés par la société. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment profondément injuste, et à force de les écouter, ça me révolte, et en fait, cette révolte me motive au quotidien. Ça, c'est un premier point. Après, il y a quand même quelques petites autres choses qui me motivent, 3 autres points, je dirais. Notamment, en fait, le fait qu'on peut vraiment les aider, on peut casser ce cercle vicieux. On sait que juste prendre le temps d'expliquer le diagnostic, ça peut suffire à faire disparaître les symptômes. Ça a été bien démontré dans les crises fonctionnelles dissociatives. Plus de 40% des patients arrêtent de faire des crises après une bonne annonce diagnostique. Par contre, une mauvaise, vous en signez pour 10 ans, quoi. Donc ça, c'est vraiment rentable et c'est très gratifiant. Et les patients nous le rendent bien. Quand on leur explique qu'on prend le temps, ils ne nous disent pas « Ah non, c'est un TF ». Je ne peux pas généraliser, il y a toujours des patients qui réagissent différemment, mais la plupart des patients sont contents et ils ont leur regard qui s'éclaire et ils nous disent « Ah, mais j'ai vraiment une maladie ». Et en fait, ils entendent aussi qu'on les croit parce que dans leur parcours, souvent, on leur fait comprendre que c'est du bidon. Et puis, il y a plein de petites choses qui peuvent vraiment les aider. Par exemple, dans les crises de mouvements anormaux un peu paroxystiques, utiliser le détournement de l'attention aussi les manœuvres d'ancrage, c'est très efficace. Et donc, même en une consultation, le patient peut repartir avec une toolbox efficace pour gérer son quotidien. Oui, et c'est vrai que je te rejoins complètement dans la motivation de s'intéresser à ces patients. C'est vraiment cette injustice des patients qui sont maltraités par le système, qui ont déjà été maltraités. Et en médecine, on a quand même ce primum non nocere, quoi. Et on se rend compte à quel point, et moi la première, et voilà, on a pu faire du mal à ces patients, et ça, c'est quand même très compliqué. Et quand tu dis, une fois qu'on les croit, qu'on valide, et on va le revoir dans les tips, à quel point c'est important, vous voyez ces étoiles dans les yeux. Je pense qu'il y a quasiment... j'ai eu 9 consultations sur 10 premières fois où les personnes disent « mais c'est la première fois que j'ai l'impression qu'on me comprend et qu'on m'écoute et qu'on me croit ». Et ça, je veux dire, c'est quand même hyper sympa et valorisant en tant que psy. Et puis moi, ces questions sur les traumas et sur les violences sexuelles qu'on retrouve beaucoup, en fait, ça m'a permis de faire un peu aussi ma carrière là-dessus. Je me suis intéressée aux traumas, aux violences sexuelles. Là, j'ai créé cette maison de la résilience. Et c'est au sein de ces patients que j'ai découvert les troubles dissociatifs graves. La première patiente dont je vous parlais, je suis aujourd'hui prête à mettre ma main au feu, qu'elle avait un trouble dissociatif de l'identité. J'étais à l'époque totalement incapable de le percevoir. Et c'est aussi une source et une richesse, ces patients, pour comprendre des sémiologies qui sont mal et peu connues. Mais passons maintenant au concret. Il nous reste 6 minutes, chère Béatrice. Quels conseils pratiques donnerais-tu pour avancer avec ces patients et se lancer ? Alors, je dirais que globalement, il y a deux grands conseils finalement. Le premier, c'est l'importance de s'entourer. Voilà. Ce sont des patients qui sont, qui sont difficiles à prendre en charge, qui ont des histoires de vie difficiles, pour lesquels vraiment une prise en charge multidisciplinaire est un apport qui semble considérable. Donc, importance, à mon avis, de s'entourer, en sachant que la communauté des soignants qui s'intéressent aux troubles neurologiques fonctionnels, il y en a plein ici, a quelque chose d'exceptionnel. Et donc, c'est important de pouvoir en faire partie. Donc, si vous avez envie de vous lancer dedans, voilà, vous pouvez rejoindre à la fois la Société internationale, la FNDS, le réseau TNF France. On n'a pas pensé à mettre le mail.
et essayer de vous entourer autour de vous aussi, de ne pas être seul. C'est vrai qu'en neurologie, nous, on n'a pas du tout la culture de la supervision, que vous avez beaucoup plus, vous, en psychiatre. Mais pour ce type de pathologie, on a l'impression quand même que c'est important vraiment de pouvoir débriefer des cas. On s'en prend plein la figure quand même d'histoires difficiles. Donc ça, c'est un conseil important. Et le deuxième grand conseil que je vous donnerai, c'est savoir mettre des limites. Accepter en fait qu'il y a des patients qui ne seront... Enfin, c'est pas le bon moment pour eux ou peut-être que voilà, il n'y aura pas de demande de leur part, vous ne pourrez pas forcément les aider. Et savoir rapidement identifier ces limites parce qu'on peut vite s'épuiser en voulant prendre en charge un patient très compliqué. Donc, moi, je me suis cassé les dents, je pense. Il y a des moments, ça a été très difficile. Je pense qu'il faut accepter et vraiment tracer des limites. Par exemple, un patient qui n'accepte pas du tout le diagnostic, qui est convaincu qu'il a une maladie de Lyme chronique ou autre chose, lui dire, écoutez, monsieur... je reste à votre disposition, mais là, actuellement, dans l'état actuel des choses, je ne peux pas plus pour vous. Voilà. Il y a vraiment cette question de timing qui est important. Et donc, pour rebondir, ce qui me semble indispensable, alors, en tant que psychiatre, il y a plusieurs choses. Il y a se dire que il y a des moments où c'est le bon moment, où le patient il est prêt à agir, et à d'autres moments non. En fait, pendant longtemps, moi, j'étais aussi dans une position un petit peu à vouloir donner, expliquer, proposer, porter les patients dans une espèce de réparation de toute la merde médicale qu'ils avaient vécue avant nous. Mais en fait, si le patient, on connaît bien, s'il n'est pas client à ce moment-là, s'il n'est pas acheteur, s'il n'est pas en possibilité, ça ne va pas. Les troubles fonctionnels, c'est un dysfonctionnement d'activation cérébrale. Et moi, je dis toujours aux patients, la seule personne qui a la main sur les boutons pour régler son cerveau, c'est vous. Nous, on est là pour vous donner des éléments, mais c'est le patient qui va faire le travail. Donc, notre job est de l'accompagner à comprendre ça. Donc, vraiment, c'est rendre le patient acteur. Mais pour rendre le patient acteur, qu'est-ce qu'on lui doit ? On lui doit une validation inconditionnelle. Oui, vous souffrez. Oui, on vous a maltraité. Oui, on vous a pris pour un simulateur, etc. Vous avez une maladie, il se passe vraiment quelque chose dans votre cerveau. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe dans votre cerveau et on pourrait parler des heures, des métaphores dans la manière dont on va l'apprendre. On va parler des schémas moteurs perturbés, on va parler de l'hyperconnexion entre les zones limbiques et les zones motrices ou sensitives qui sont en lien aussi avec les abus de l'enfance. Donc, on va lui donner les clés d'être reconnu, de savoir que ça se passe dans son cerveau et de savoir qu'il y a une réversibilité et qu'il a la main là-dessus. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, 1, l'aider à comprendre. 2, lui donner des outils. Ce que vient de dire Béatrice est exact, c'est-à-dire que les outils d'ancrage, comment je fais pour, au moment d'un paroxysme, m'ancrer. Alors, on a le 5-4-3-2-1 que vous devez connaître. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens. Mais c'est très bien d'associer ça à un paradigme moteur un peu complexe. Vous levez les doigts de pied un après l'autre pendant que vous croisez vos doigts ou que sais-je, pour effectivement réactiver d'autres zones cérébrales. L'autre chose hyper importante, c'est de détourner le terme de la distractibilité qui jusque-là a été pris comme quelque chose qui venait dire, vous voyez bien, quand il a moins d'attention, il a moins de troubles. C'est bien qu'il se fout de moi. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est un signe positif et on l'explique au patient et on va l'aider à s'en saisir pour lui dire, vous voyez effectivement que parce que les zones cérébrales sont occupées à autre chose, il y a moins d'hyperfocalisation sur tel ou tel symptôme et donc utilisez-le et on va apprendre au patient à utiliser la distractibilité pour aller mieux. De la même manière, dans la série vraiment de clarté qu'on a et qu'on doit aux patients, c'est la question aussi d'explicitation des facteurs perpétuants. On n'y est pas venu, mais tout à l'heure, évidemment, je ne supporte pas le terme de bénéfice secondaire parce que d'où c'est un bénéfice d'avoir de l'attention des gens. Parfois, c'est plutôt très angoissant, très oppressant. Donc, attention à ne pas interpréter les faits. Par contre, on est bien dans des facteurs de maintien, des facteurs perpétuants. Et le fait d'expliquer aux patients en disant, vous voyez, c'est exactement ce que disait Béa. Votre non-acceptation diagnostique là, et on va pas se leurrer. Toutes les situations réellement qui se prolongent et on n'y arrive pas,
c'est dans 90% des cas un problème d'acceptation diagnostique. Tant que le patient n'est pas sûr, n'a pas vraiment accepté, n'a pas vraiment compris et qui pense qu'il y a ci, qu'il y a ça, qu'il y a... Et en fait, des fois, il y a ci ou ça, hein, parce que lésionnel et fonctionnel peuvent être associés. On n'y arrive pas. Mais donc, on va aller expliciter que cette non-acceptation diagnostique, eh ben, c'est quelque chose qui maintient, mais que c'est OK pour nous. Que le fait qu'il veuille pas travailler sur ses traumas, c'est OK pour nous. Il est 31 minutes. Le fait... Il y a une session à 30 aussi. Le fait qu'il ne veuille pas travailler sur ses traumas, c'est OK. Et puis derrière, on l'envoie chez un psy avec des objectifs précis. On vient travailler sur les traumas ou sur la dissociation et on explicite ces fameux facteurs. Et c'est comme ça que l'on peut avancer. On doit respecter le temps. On vous remercie. On est à votre disposition pour quelques questions à côté. Merci.